Merci d'être nôtre sur cette économie, l'émission panafricaine qui jette un regard nouveau sur les initiatives de développement en vue de l'émergence économique de l'Afrique. À environ 50 jours de la COP 21, la conférence des partis qui va se tenir à Paris sur les changements climatiques, décideurs politiques, décideurs économiques et surtout les experts et militants écologistes appellent à la mise en place d'une économie verte, c'est-à-dire de mécanismes de production de biens et services plus ou moins propres. Dans l'ère du temps, cette économie verte va conduire l'humanité à repenser le mode de production. Et de nombreux experts estiment que l'Afrique n'aura pas de grandes difficultés à s'adapter à ce nouvel ordre de production de biens et services respectueuses de l'environnement, parce que justement, le respect de l'environnement est dans la culture africaine. Docteur Honoré Tabouna, notre invité du moment, fait partie justement de ces experts. Avec lui, nous allons voir, comprendre les efforts déployés par les dirigeants africains pour la mise en place de l'économie verte et surtout comprendre que derrière le concept d'économie verte se cachent de véritables opportunités économiques, nouveau tournant de l'histoire de l'humanité. Merci, docteur Tabouna, d'avoir une fois de plus honoré à notre invitation. Vous êtes expert de la CAC et vous travaillez depuis longtemps sur les questions d'économie verte en Afrique. Exactement. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Je travaille donc pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dont le siège est ici à Libreville. Et je m'occupe de l'économie de l'environnement, la valorisation de la biodiversité et donc l'économie verte, qui est cette économie-là qui intéresse l'humanité, l'Afrique et l'Afrique centrale, notre sous-région. Alors, depuis longtemps, au niveau de la CAC, justement, vous menez des réflexions, vous rencontrez les populations, la société civile, les décideurs économiques, les décideurs politiques. C'est quoi d'abord, avant même d'aborder la question, c'est quoi l'économie verte? À des mots simples. Oui, c'est-à-dire qu'avant même de répondre à cette question-là, il faut dire que, pourquoi la CEAC d'abord s'intéresse à l'économie verte. Parce que la CEAC qui a été créée en 1983, a comme, entre autres mandats, le développement économique, a aussi comme mandat l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, donc il y a l'intégration sous-régionale, il y a le développement économique, nous avons aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors donc nous nous sommes intéressés à l'économie verte parce que nous cherchons des réponses pour résoudre, par exemple, la question de la pauvreté, puisque nous sommes là au service des États. Donc nous devons, parmi ces services-là, proposer aux États quels moyens, quels outils, quelles solutions pour résoudre, par exemple, le problème de la pauvreté. Alors, quand on dit économie verte, on pense à la forêt, on pense au bois. Est-ce que c'est seulement cela? Ben non. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés. Donc, nous avons cherché à avoir, par exemple, un outil, un modèle de développement qui pouvait nous permettre de résoudre plusieurs défis qu'on a en Afrique centrale. Il y a la création d'emplois, il y a donc l'amélioration des conditions de vie des populations, il y a la création d'entreprises. Alors, l'économie verte, telle qu'elle est définie aujourd'hui au niveau des Nations Unies, nous paraissait être une réponse. Parce que le programme des Nations Unies pour l'environnement définit l'économie verte comme cette économie qui contribue à l'amélioration du bien-être humain, de l'équité sociale, et tout en préservant l'environnement, tout en faisant de telle sorte qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, et tout en préservant également la ressource. Alors, une fois défini comme ça, pour nous, ce n'était pas vraiment facile à comprendre et surtout à expliquer aux populations. Alors, comment faut-il comprendre aujourd'hui? Voilà, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, dans le cas de l'Afrique centrale, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de dire que l'économie verte dont on est en train de parler aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau, notamment dans la mise en œuvre, dans les activités. Si le terme économie verte est nouveau, mais les activités qui sont liées à l'économie verte ne sont pas nouvelles. Voilà pourquoi, pour mieux expliquer, pour que les populations comprennent, on peut peut-être partir des exemples. Bien sûr. Donc, quels sont les secteurs qu'on peut lier à l'économie verte dans le cas de l'Afrique centrale? Et généralement, quand on parle d'économie verte, le profane pense à l'agriculture, à l'écotourisme. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il y a d'autres filières, d'autres activités derrière? Tout à fait. Il y a cela, mais il y a
il y a autre chose. C'est plus large que ça. Hein, parce que ce sont toutes les activités que nous pratiquons ici en Afrique centrale depuis des décennies, donc qui contribuent à la production de la richesse, qui contribuent à la production, à la création d'emplois, qui contribuent à la préservation de l'environnement. Donc ça veut dire que sur la forêt est un secteur de l'économie verte. Quelqu'un qui travaille sur les roches, puisque ce sont des ressources naturelles, qui produit de la richesse, qui crée de l'emploi, il est dans l'économie verte. Quelqu'un qui travaille sur les déchets ménagers ou bien d'autres origines, que ce soit des déchets biologiques, non biologiques, il fait de l'économie verte. Quand vous parlez de travailler sur les déchets, c'est quoi? Le recyclage des déchets, la collecte? Tout. C'est-à-dire que ça peut être la collecte, ça peut être la valorisation, la transformation. On prendrait un exemple. Voilà pourquoi je dis que c'est mieux de prendre des exemples. Voilà. Donc, si aujourd'hui, par exemple à Libreville ou bien en Afrique centrale, parce que j'ai vu que c'était les mêmes pratiques au niveau de la valorisation des déchets métalliques. Une fois collectés, transformés, nous avons des matériaux de cuisine, des outils, des ustensiles de cuisine. Voilà. Voilà, donc ça, on fait de l'économie verte. Si on transforme le bois, qui est une ressource forestière, on fait de l'économie verte. Si on collecte le niétum, hein, ce qu'on appelle ici l'onkomo, on fait de la domestication, on vend, on fait de l'économie verte. Si je développe, je veux dire, des matériaux à base de rotin, je fais de l'économie verte. Je transforme le raffia, je fais de l'économie verte. Voyez-vous? Est-ce que cela comprend aussi les matériaux de construction? Exactement. Par exemple, le fait que dans nos traditions, nous utilisons la terre battue pour la construction, on valorise de la ressource naturelle, eh bien, on est dans l'économie verte. Et surtout que derrière, on ne produit pas de CO2. Voyez-vous? Voilà pourquoi il est intéressant de montrer justement, comme j'ai dit au début, que si le mot ou bien le terme, le concept d'économie verte est nouveau, mais les activités qui sont aujourd'hui acceptées, liées à l'économie verte, ne sont pas nouveaux. Hein, elles ne sont pas nouvelles. Activités anciennes. Anciennes, comme justement je viens Au niveau de la CAC, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelles sont les réflexions que vous avez menées justement pour capitaliser, valoriser, mettre au goût du jour ces activités que vous venez d'énumérer? Mais tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on a fait au niveau de la CAC, c'est que nous sommes au niveau international où, à partir de 1992, au sommet de Rio, on commence à parler de l'économie verte. Au niveau de l'Afrique, en 2010, la conférence des ministres africains de l'environnement en parle. Alors, nous avons voulu au niveau de l'Afrique centrale récupérer ce concept-là, essayer de le traduire dans des mots simples, de façon qu'on comprenne qu'est-ce que l'économie verte et comment les États peuvent s'approprier et comment les populations également peuvent comprendre et s'approprier de l'économie verte et surtout que l'économie verte puisse répondre aux attentes immédiates des populations, aux attentes immédiates des États et aux attentes immédiates des entreprises. Alors nous avons pensé que dans un premier temps, il fallait d'abord bien expliquer le concept et mettre en place ce que nous avons appelé donc le système de l'économie verte en Afrique centrale. À quoi il consiste ce système? Voilà, ce système consiste donc à dire comment faire travailler tous les acteurs politiques, non politiques, les acteurs non étatiques qui sont dans le système économique vert comme nous avons, et voir comment alors on peut financer. Donc c'est un système avec plusieurs piliers. Il y a un pilier politique pour que les politiques décident qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'économie verte. Il y a un pilier institutionnel. Quel cadre institutionnel pour cette économie verte? Il y a le pilier financier. Comment on va financer cette économie verte? Il y a le pilier de la recherche, de la formation, puisque les secteurs sont nouveaux. Alors, est-ce que nous avons de la matière, disons, nous avons de la compétence? Est-ce que nous avons des ressources humaines pour mettre en œuvre cette économie verte? En tout cas, tous les programmes sectoriels de l'économie verte. Alors là, vous venez d'énoncer un certain nombre de programmes de l'économie verte, des réflexions menées au niveau de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez défini un certain nombre d'actions, d'activités, de programmes pilotes à mettre en œuvre? Tout à fait. Pourquoi c'est important des programmes? Parce que nous avons le pilier politique. Bon, au quartier, dans les villages, les populations ne peuvent pas peut-être comprendre parce que ce qu'elles cherchent,
les populations et ce que cherchent également les États, c'est les effets, c'est les impacts sur le terrain. Voilà pourquoi, sur le système de l'économie verte, tel que je l'ai décrit, nous avons un pilier opérationnel et technique qui est représenté par les programmes. Donc nous avons identifié avec les États, parce que comme je vous dis, la CEAC a pour mandat l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les États, qu'on développe des activités qui cherchent à répondre aux attentes des populations. Donc nous avons identifié près de 33 programmes pour vous montrer que le concept de l'économie verte va au-delà des forêts. Donc parmi ces programmes sectoriels, nous avons retenu 11 programmes parce qu'il y a 11 États membres de la CEAC, de façon que le concept d'économie verte soit un facteur également d'intégration sous-régionale. Donc, 11 États membres, 11 programmes sectoriels. Et parmi ces programmes sectoriels, donc, on peut citer le programme sur le bois. Alors, comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe? Donc, chaque État membre de la CEAC est leader d'un programme sectoriel. Par exemple, le Gabon est intéressé par le programme sur l'économie des aires protégées. Et quand vous êtes leader d'un programme économique, vous devrez abriter au sein de votre pays l'unité de gestion de programme. Donc, il va recevoir tous les projets concernant les aires protégées, l'économie des aires protégées qui viennent des autres États. Quand vous dites économie des aires protégées, vous faites référence à quoi? Quelle activité précisément pour qu'on comprenne derrière les aires protégées? Oui, c'est-à-dire que quand vous avez une aire protégée à l'intérieur... Un parc national, voilà, une réserve. Voilà, une réserve. Et donc, vous avez... Comment on peut donner de la valeur économique? Parce que l'aire protégée, c'est un outil pour la conservation de la biodiversité. Donc, si on reste au niveau de la conservation, on ne donne pas satisfaction aux attentes économiques des États. Vous voyez, c'est de la conservation. Donc, il faut passer de la conservation à l'économie de la conservation. Qu'est-ce qu'il y a au sein de, disons, d'une aire protégée? Il peut y avoir de la biodiversité, il peut y avoir, disons, des services environnementaux. Alors, comment est-ce qu'on peut donc donner de la valeur économique à cela? Il peut y avoir ce qu'on appelle des ressources génétiques et biologiques qui intéressent, par exemple, les grandes firmes pharmaceutiques. C'est à l'intérieur de cette aire protégée. L'aire protégée est également un outil disons, un produit écotouristique. Donc, c'est tout cela. Donc, le gouvernement de la République donc, gabonaise, qui va être leader du programme sur l'économie des aires protégées, donc doit avoir en son sein l'unité de gestion du programme sur l'économie des aires protégées, une école sous-régionale d'excellence sur l'économie des aires protégées, un outil de promotion qui peut être donc un salon ou un forum sur l'économie des aires protégées, de façon qu'on se retrouve ici chaque année pour discuter des questions politiques, des questions économiques, des questions sociales liées donc à l'économie des aires protégées. Alors, il y a les aires protégées, vous avez, ça c'est un des programmes. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième exemple concernant les 11 programmes? Oui, il y a l'économie de reboisement, voyez-vous, et le Congo qui a beaucoup d'expérience sur le reboisement. Vous voulez parler du Congo-Brazzaville? Du Congo-Brazzaville qui s'est positionné. Il y a l'économie de l'hydroélectricité. Vous savez, nous sommes dans une sous-région où nous abritons le premier réseau hydrographique, et le fleuve Congo est parmi les fleuves qui alimentent le réseau hydrographique de l'Afrique centrale. Alors la RDC s'est positionnée en tant que leader de l'économie de l'hydroélectricité. Vous avez également l'économie solaire. Tout à l'heure, vous parlez des énergies renouvelables, puisque nous sommes, disons, dans l'ère de transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Donc l'énergie solaire, c'est le Tchad. Vous avez également le programme sur l'économie de la bioénergie. Et j'ajouterai aussi l'économie de l'eau et des zones humides. Est-ce qu'il y a une économie qui concerne les produits forestiers non ligneux? Tout à fait, tout à fait. Donc parmi les 11 programmes, il y a l'économie des produits forestiers non ligneux. Et là, c'est très vaste, c'est très cher aux populations, voyez-vous. Et c'est tellement cher aux populations que s'il y a demain un secteur, un programme sur lequel il faut démarrer à court terme pour qu'on ait plus d'impact, pour qu'on fasse plus de pédagogie, ce serait celui-là. Si on ajoute donc le programme sur l'économie des produits forestiers non ligneux, le programme sur l'économie du bois. Quand on parle des produits forestiers non ligneux, vous avez des produits forestiers non ligneux d'origine animale et des produits forestiers non ligneux d'origine végétale. Par produits forestiers non ligneux, on entend tous les produits qui sont dans la forêt, qui sont différents du bois. Parce que quand on parle de ligneux, c'est de la lignine, c'est-à-dire le bois.
Donc non ligneux, c'est sans bois. Donc quand on enlève le bois dans la forêt, nous avons les produits forestiers non ligneux. Et là, vous avez vraiment une gamme très large. C'est dans ce cadre que vous mettez les légumes, entre guillemets, voilà, qu'on appelle le koumou, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on met les produits forestiers non ligneux feuilles. Voilà, donc vous avez l'onkoumou, vous avez d'autres feuilles qui sont encore à l'état spontané, vous avez les fruits, vous avez des produits forestiers non ligneux d'origine animale. À ce niveau, ce sont des produits à l'état naturel que l'on retrouve dans la forêt. Est-ce que le fait de lancer une activité économique autour de ce produit ne va pas dépeupler, on va dire, entre guillemets, la ressource? Est-ce qu'il y a possibilité de domestiquer ces produits forestiers non ligneux, les amener dans le domaine de la culture, des plantations? Tout à fait. C'est ça qui fait que quand on s'intéresse aux produits forestiers non ligneux, souvent on pense qu'on est un peu dans la nouveauté, dans la démarche de développer un produit. Non. Vous avez l'économie agricole qu'on a aujourd'hui, ou bien les plantes cultivées qu'on a aujourd'hui, ont toutes eu une origine, disons, spontanée. Hein, quand on prend le cas du bananier. On prend le cas de l'arachide. Hein, le bananier, par exemple, vient des forêts ou des savanes de l'Asie du Sud-Est. Vous avez le cacao qui vient des forêts d'Amérique du Sud. Vous avez le café, notamment le café arabica, qui vient de... Donc, toutes ces plantes-là qui sont aujourd'hui cultivées étaient des produits forestiers non ligneux à un moment. Donc, quand on s'est rendu compte que le marché était important, et ce qu'on a fait, au lieu d'aller les chercher dans la forêt, comme on le faisait au Paléolithique, parce qu'au Paléolithique, nous étions que des cueilleurs et des chasseurs. Et lorsque, au Néolithique, il y a eu découverte de l'agriculture, à ce moment-là, et avec les marchés plus importants, ceux qui nous ont précédés sur cette terre, on pensait qu'il fallait passer maintenant à la domestication. Donc, c'est le même itinéraire que nous devons suivre pour le développement de nos produits. Et il faut préciser ici que les produits qui sont encore à l'état spontané aujourd'hui en Afrique centrale, l'onkoumou, nous avons l'odika, toutes ces plantes ont fait l'objet des essais de domestication pendant, disons, le règne, disons, pendant la colonisation, je veux dire. Ici, à Libreville, on avait un jardin d'essai où on faisait des essais de domestication. Mais on n'a pas pu développer parce qu'à cette époque-là, les marchés n'étaient pas importants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui... Pour planter, il faut avoir une forte demande. Voilà, il faut une forte demande. Parce que si vous n'avez pas une demande, ce n'est pas la peine de vous lancer dans des grandes plantations. Or, il se trouve que maintenant, nous avons une demande forte dans des villes. Vous avez Kinshasa qui fait 15 millions de consommateurs, Libreville, le marché, la demande est importante quand on compare par exemple il y a 100 ans. Donc maintenant que nous avons une demande forte, nous ne pouvons plus continuer à se contenter d'aller chercher dans la forêt. Nous devons donc passer à la domestication. Et vous avez ici, à Libreville, en Afrique centrale, des experts, et il y a même des communautés qui ont été formées pour faire de la domestication. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut domestiquer l'onkoumou? Est-ce qu'on peut planter l'onkoumou? Oui. Avant que je sois à la CEAC, j'ai travaillé pour le World Agroforestry Center, qui est une des organisations internationales qui est spécialisée, entre autres, dans l'agroforesterie, donc qui fait de la domestication. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons formé des populations aussi bien autochtones que locales dans la domestication du nkoumou. Donc, si vous partez par exemple dans une ville comme Limbe, à côté de Limbe, vous allez trouver des coopératives qui domestiquent déjà le nkoumou. Donc, ça, c'est au niveau scientifique, au niveau pratique, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez toujours votre émission Cette économie et aujourd'hui, nous débattons de l'économie verte. L'économie verte en question et avec nous, le docteur Tabouna, expert CAC sur l'économie verte, les ressources naturelles, nous aide à mieux décortiquer cette thématique. Nous allons continuer tout à l'heure le débat, mais avant, nous marquons une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après.
Alors, si vous venez de prendre l'émission, sachez que vous êtes sur cette économie, ça s'affiche au bas de votre écran. Vous êtes sur Canal 7, la chaîne panafricaine, qui jette les regards nouveaux sur les thématiques en vue du développement de l'Afrique, développement socio-économique de l'Afrique. Aujourd'hui, nous essayons de décortiquer la thématique de l'économie verte, d'expliquer en quoi l'économie verte constitue une opportunité pour les Africains, pour les États africains. Et nous avons comme expert, comme invité, M. Tabouna, un ancien de ce plateau, avec qui nous parlons justement de l'économie verte en question. Au niveau de la CAC, M. Tabouna, vous avez mis un certain nombre de programmes en marche. Aujourd'hui, comment vous travaillez avec les États pour que ces programmes démarrent effectivement? Oui. Quel est le rôle des États aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que le rôle des États, vous savez que la CEAC est une organisation intergouvernementale au service des États. Donc tout ce que nous avons imaginé, oui, nous avons conçu, nous avons mis ça à la disposition des États pour que les États décident pour voir si le modèle de développement économique que nous avons appelé le système de l'économie verte en Afrique centrale répond aux attentes. Voilà pourquoi, depuis 2010, nous avons commencé donc le processus du système de l'économie verte en Afrique centrale. Donc en 2012, nous avons organisé à Brazzaville la première conférence des ministres de la CAC sur le développement et la promotion de l'économie verte. Donc nous sommes sortis de là avec un document, un outil politique qui est la déclaration de Brazzaville sur l'économie verte. Après, y a-t-il un engagement fort dans cette déclaration? Tout à fait, il y a un engagement fort parce qu'après, nous avons continué toujours en 2012 avec les ministères des Affaires étrangères qui ont regardé donc ce système et en se focalisant surtout sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Nous allons en parler de ça. Voilà, donc nous allons parler de ça. Et après, nous avons continué jusqu'à ce que tout le système soit validé par les chefs d'État. Aujourd'hui, est-il validé? Oui, donc c'est fini, puisque nous avons terminé avec le processus politique. Donc le 25 mai 2015, donc, à N'Djamena, la 16e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement donc, a signé plusieurs décisions, dont la décision sur l'économie verte en Afrique centrale, notamment le fonds, une décision sur le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, une décision sur les programmes sectoriels sur l'économie verte, une décision sur la feuille de route, comment on va aller jusqu'à la mise en place ou l'opérationnalisation du fonds. Donc le processus politique est terminé, ça veut dire que les pays se sont vraiment engagés. Et l'engagement encore des pays, vous allez voir qu'il est illustré par tous les documents que les États viennent d'envoyer au secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques. Quand vous rentrez à l'intérieur de ces documents, vous voyez que les États se sont engagés dans la mise en œuvre de l'économie verte en Afrique centrale, c'est-à-dire qu'une économie qui sera moins émettrice de gaz à effet de serre, en même temps qui va contribuer à la croissance inclusive, qui va contribuer au développement économique et à la création d'emplois. Donc en partant de système économique actuel, parce que l'économie verte doit toucher tous les secteurs de notre économie. Là, vous avez parlé des techniciens de la CAC que vous êtes avec vos partenaires, les bailleurs de fonds. Vous avez parlé du gouvernement, vous avez parlé des chefs d'État. Est-ce qu'il y a eu l'implication de la société civile dans ce programme? Tout à fait. Quand je parlais du système de l'économie verte en Afrique centrale, on parle de système parce que c'est une façon ou une démarche pour organiser les différents acteurs qui sont dans le secteur. Quand je dis le secteur, je vais parler du secteur de valorisation des ressources naturelles. Et dans le système de l'économie verte, nous avons un pilier, le pilier institutionnel. Et dans ce pilier institutionnel, nous avons le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, dont le siège est ici à Libreville. Voilà, donc, qui accompagne le processus depuis 2012. Aujourd'hui, est-ce que ce réseau est suffisamment dense? Est-ce qu'il sème l'ensemble de la communauté des États de l'Afrique centrale? Oui, vous avez suivi que l'année dernière, ils ont tenu leur assemblée générale ici et il y avait des représentants, les points focaux, venant de tous les États membres de la CEAC. En passant par l'Angola, le Burundi, le Cameroun, tous ils étaient là. Et comme nous sommes dans une construction, donc ce réseau est en train de se construire. Et cette année, vous avez suivi qu'ils ont également tenu un conseil d'administration ici. Donc ils sont là en train d'accompagner les États pour le développement et la promotion de l'économie verte en Afrique centrale. Vous savez, c'est un nouveau modèle.
économique. Et c'est un tournant, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un tournant dans la façon de concevoir l'économie, dans la façon de vivre. C'est un nouveau, disons, modèle qui va aujourd'hui orienter notre façon de faire du business, notre façon de vivre en fait. Parce que si vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a eu la révolution industrielle. Et avant la révolution industrielle, nous étions là dans l'artisanat et l'agriculture. Alors, maintenant, nous sommes rentrés dans la révolution industrielle, poussée par l'utilisation des énergies fossiles. Il se trouve maintenant que nous passons à une autre étape. Nous allons continuer maintenant à faire... L'humanité s'est heurtée à cette économie qui n'avait pas de conscience, entre guillemets? Peut-être pas qu'elle n'avait pas de conscience, mais qui ne tenait pas compte, disons, de l'environnement de façon forte. Voilà pourquoi maintenant, on veut, puisque l'économie issue de la révolution industrielle produisait des déchets. Et ces déchets-là, vous avez vu qu'ils contribuent au réchauffement de la planète. Et quand il y a réchauffement de la planète, il y a plusieurs conséquences. Inondations, sécheresse. Nous sommes ici en Afrique centrale. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau du lac Tchad. Donc on veut corriger cela. Alors, on veut remplacer, par exemple, les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Donc nous sommes à un tournant. Et les pays de l'Afrique centrale ont compris cela. Voilà pourquoi ils se sont engagés depuis 2012 dans, disons, ce processus de transition d'une économie moins respectueuse de l'environnement à une économie plus respectueuse de l'environnement. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le réseau de Camerounais où l'on plantait le poumon. Est-ce que, comme ça, au niveau de la sous-région, il y a d'autres réseaux autour de d'autres activités? Quelques exemples, il y en a? Oui, c'est-à-dire que là, nous avons le réseau des organisations de la société civile. Mais vous savez que quand on parle d'une économie, on ne va pas refaire le monde. C'est parce qu'on veut créer de la richesse. Et la richesse se crée autour de l'entreprise. Voyez-vous? Alors, donc, nous, en Afrique centrale, nous avons cette chance-là, on dirait une chance parce qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, nous ne sommes pas industrialisés, nous n'avons pas donc des grandes industries qui sont polluantes. Mais nous avons à côté des petites entreprises qui sont déjà dans les secteurs de l'économie verte dont on a parlé. Quand on parle des produits forestiers non ligneux, ce sont les petites entreprises, parfois même les très petites entreprises. Quand on parle de la transformation du rotin, ce sont les petites entreprises. Quand on parle du raffia, quand on parle également des produits agricoles traditionnels. Alors donc ce que nous avons fait, en dehors de l'économie verte, nous avons développé au niveau de la CEAC ce que nous avons appelé le système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises. Et à partir de là... Fonctionne-t-il aujourd'hui? Voilà, donc ce système-là, puisque les chefs d'État également ont pris une décision sur le développement de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises. Alors donc au niveau du Cameroun, nous avons par exemple le groupement des professionnels des aliments traditionnels. Nous avons donc qui travaillent sur la transformation donc des produits, entre autres produits forestiers non ligneux et des produits agricoles traditionnels. Ils font par exemple du safou séché, ils produisent du vin de palme embouteillé, que je vous ferai goûter peut-être un jour si vous voulez. Ils font plein de choses. Et ils exportent également sur le marché européen. Ils exportent sur le marché sous-régional. Ils exportent également aux États-Unis. Nous avons à côté donc de ce groupement des professionnels des aliments traditionnels, le groupement des professionnels des produits forestiers. Donc ils sont des artisans qui transforment le bois, comme ici à Libreville, comme à Brazza, comme dans toute la sous-région. Nous avons à Brazza une association des femmes productrices des jus de fruits. Vous avez par exemple des fruits qui sont encore à état spontané et que ces dames vont chercher pour fabriquer des jus avec des nouveaux goûts, par exemple. Voyez-vous? Ici, nous avons également un groupement des femmes qui sont dans la transformation des aliments traditionnels, qui mettent comment on appelle ça, l'odika sur le marché, qui est vendu en bolo, par exemple. Et si on prend au niveau du Gabon le cas de la coopérative des artisans d'Ali Bandin, qui est un quartier de Libreville, qui transforme la pierre de Mbigo, une pierre naturelle, font-ils partie aussi de l'économie verte, ces artisans? Exactement. Ça, c'est par exemple un produit qui est très intéressant. Aujourd'hui, quand vous partez sur le marché international, au niveau sous-régional, dès qu'il y a un salon sur les produits traditionnels, les produits artisanaux venant du Gabon, il y a toujours la pierre de Mbigo. Donc, eux également font partie de l'économie verte. Et voilà pourquoi, depuis le début, il faut insister que les activités qui sont menées de façon traditionnelle et qui touchent les ressources naturelles, qui produisent de la richesse, qui créent de l'emploi, sont versées dans le secteur de l'économie verte. Voilà pourquoi on est entendu depuis le début qu'il est plus facile
pour nous, en Afrique centrale, de partir de notre économie verte traditionnelle vers la nouvelle économie verte, si on peut s'exprimer ainsi. Alors que vous avez les pays européens qui, eux, étaient dans un modèle polluant, qui doivent maintenant se détacher de ce modèle. Voilà, tout à fait. Et au niveau des actes forts pris justement en 2015, il existe l'instauration d'un fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, le FEVAC. Tout à fait. Ce fonds, à quoi est-il destiné? Comment va-t-il fonctionner? Alors, donc, il faut déjà dire ici, justement... Déjà, pourquoi le fonds? Pourquoi le fonds? Bon, pourquoi le fonds? On a besoin d'argent, n'est-ce pas? On est dans les affaires, hein, parce qu'on s'est rendu compte que l'une des difficultés que les PME, les petites entreprises, les très petites entreprises ont, c'est l'accès au marché financier. Bon, il y a d'autres difficultés, par exemple le renforcement de capacités, mais à la base, il y a, quand vous posez la question, puisque j'ai travaillé sur ces questions-là avant même de venir à la CERC, au niveau de la sous-région, au niveau européen, c'est le problème financier. Parce que le marché financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas facilement accessible aux petites entreprises. Voilà pourquoi nous avons pensé que pour développer le système de l'économie verte, on pouvait parler de tout, sans ignorer surtout la question financière. La question financière, donc le fonds, c'est pour financer cet ensemble d'activités de programmes identifiés. Voilà, donc nous sommes là dans un processus mais vraiment hyper important pour la sous-région. Parce qu'il ne s'agit pas, comme vous disiez au début, de s'intéresser seulement par exemple aux forêts. C'est toute l'économie de la sous-région qui doit s'adapter à l'économie verte. Donc pour cela, il faut financer. Voilà pourquoi, avec les États, nous avons pensé qu'il fallait avoir ce fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Y a-t-il un montant pour ce fonds? Y a-t-il un plafond? Non, c'est-à-dire que un plancher? Non, parce que c'est-à-dire que les États ont voulu qu'on ait un fonds qui doit répondre aux attentes surtout immédiates des petites entreprises. Voilà pourquoi nous avons pensé que dans un premier temps, il fallait chercher à mettre en place d'abord un principe. C'est le principe de développement par progressivité. Ce n'est pas la peine de dire qu'on va mettre 100 milliards. Vous n'allez pas les trouver tout de suite, parce qu'il y a eu d'autres fonds dans la sous-région qui n'ont pas marché. Donc nous avons pensé que, dans un premier temps, on va démarrer avec 2 milliards de francs. La première année. Voilà, la première année. C'est-à-dire que c'est de l'argent dont on a besoin pour finaliser le fonds. Parce que le processus politique du fonds est terminé. Maintenant, il faut passer à l'opérationnalisation. Quand je parle de l'opérationnalisation, nous n'avons pas aujourd'hui, après donc, disons, l'adoption du texte portant création du fonds, il nous manque encore, par exemple, les textes organiques du fonds, le manuel de procédure, le règlement intérieur, le statut, aller encore plus loin. Hein, de manière à réguler. Tout à fait. Donc, finaliser. Donc, il y a 1 an pour finaliser ce processus. Et pour, disons, cette période de démarrage, donc d'1 an, nous avons besoin de 2 milliards. Et après, donc, cette période de démarrage, une fois qu'on a mis tout en place, à ce moment-là, on verra avec les États quel sera, par exemple, le capital pour le fonctionnement de ce fonds. Alors, comment va-t-il être financé, ce fonds? Mais voilà, donc il sera financé d'abord les États. Parmi les sources de financement, les États eux-mêmes, parce que ce sont les États qui ont conçu, qui ont imaginé, qui ont développé le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale à partir de la CEAC. Donc, c'est une collaboration entre la CEAC et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui est aussi une organisation intergouvernementale des États. Donc, nous avons les États comme source de financement, nous avons les entreprises, nous avons les partenaires techniques et financiers, et nous avons les mécanismes financiers internationaux destinés aussi bien au climat qu'au développement. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a certains États qui ont déjà donné des intentions de financement, des intentions de mise à la disposition de fonds, de ressources nécessaires à son fonctionnement? Tout à fait. Et c'est là qu'il faut vraiment saluer les États, qu'ils sont vraiment décidés à développer et à promouvoir l'économie verte en Afrique centrale. Parce que nous avons aujourd'hui 2 États qui ont déjà pris des engagements et qui ont annoncé déjà leur contribution au Fonds pour l'économie verte pour l'Afrique centrale. En tout cas, en ce qui concerne l'année de démarrage. Voilà, donc nous avons la RDC, nous avons également la République centrafricaine. Qui ont annoncé malgré la crise, quand même, malgré la crise, justement. Donc c'est une preuve que cette question est importante parce que l'économie verte, c'est l'économie de demain. Donc puisque c'est irréversible, ce n'est pas un choix, c'est non une obligation. Comme je vous disais au début, parce que c'est là où on doit insister, ça touche l'habitat, ça touche le transport, ça touche les forêts,
ça touche l'exploitation minière, ça touche l'exploitation pétrolière, ça touche notre vie quotidienne. Dans vos réflexions, qui doit bénéficier de fonds? Quels sont les critères d'éligibilité? Bon, les critères d'éligibilité, nous voulons d'abord que le fonds puisse financer les programmes sectoriels que les États donc, ont choisis, que ce soit des secteurs qui ont un fort potentiel en matière sociale. Donc les déchets, les produits forestiers en ligne, le bois, les aires protégées, l'écotourisme. Alors, qui va bénéficier? Donc les entreprises, les petites, les moyennes et les très petites. Nous avons également les États, nous avons les collectivités, nous avons les organisations de la société civile. À ce niveau, est-ce que les textes se sont adaptés? On sait que l'économie verte, c'est un secteur nouveau, mais d'ordinaire, les petites entreprises, les activités des artisans sont régies par les codes de commerce dans différents États. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une adaptation par rapport à cela? Parce que vous parlez de sociétés coopératives, si on voit bien l'aspect derrière, sociétés rurales. Mais tout à fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que d'emblée, on n'a pas cherché à mettre 100 milliards, par exemple, de francs CFA, 200 milliards de francs CFA. Nous avons pensé qu'il fallait définir le principe de développement de ce fonds. Et nous avons arrêté donc, avec les États une période de démarrage qui est de 4 ans, avec une première année de démarrage qui va nous permettre de régler les problèmes que vous venez d'évoquer. Comment ce fonds-là va être adapté aux attentes des petites, des moyennes entreprises, par exemple? Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous avez un marché financier qui existe. Mais nos petites entreprises n'arrivent pas à accéder à ce marché. Ou bien même s'ils veulent accéder, mais l'argent coûte très cher. Vous avez les taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc voilà pourquoi il faut finaliser la mise en place du fonds. Donc il y a eu le processus politique. Les chefs d'État ont signé le texte portant création du fonds. Il faut passer maintenant aux aspects opérationnels. Quels seront les textes, ou bien quels seront les mécanismes, ou bien quelles seront les conditions d'éligibilité? Donc pendant 1 an, donc, on va travailler sur ces questions, de façon que ce fonds-là puisse venir combler les lacunes qui existaient sur le fonctionnement ou bien les relations entre les petites entreprises et les marchés financiers. Est-ce que le secrétariat exécutif de la CAC, vous n'êtes pas le secrétaire exécutif, vous êtes expert à la CAC, mais est-ce que l'organisme communautaire a commencé à mener une campagne, un plaidoyer pour le fonds auprès des États, auprès des entreprises et des différents autres partenaires institutionnels? Tout à fait. Tout ce travail que nous avons, vous avez vu, c'est depuis 2010 que nous travaillons. Et nous n'avons pas travaillé seuls, nous avons travaillé avec les États. Donc en 2010, en 2012, la première conférence sur l'économie verte a eu lieu à Brazzaville, avec la présence de tous les États, des autres partenaires techniques et financiers, les autres acteurs, les populations qui étaient là. Nous avons organisé encore une réunion sur le Fonds pour l'économie verte. C'était en 2012 à Brazzaville. En 2014, nous nous sommes retrouvés à Libreville. En 2014, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa. Voyez-vous, donc c'est un processus participatif. Et le but de la CAC et sa mission, c'est ça, c'est faire de la facilitation, faire des propositions aux États et aux États de décider. Donc vous avez vu que nous avons pris 4 ans. Et sachant qu'on ne veut pas aller de façon précipitée. C'est aller de façon progressive parce que c'est des questions importantes. Alors la question justement aussi de l'opinion, la préoccupation de l'opinion sous-régionale africaine, de la communauté CAC, c'est aussi qui va héberger le fonds, du moins comment cela t'y a hébergé. Tout à fait, tout ça, ça a été pensé, parce que vous allez vous imaginer que pendant 4 ans, on a regardé tous les contours. Hein. La CAC n'est pas une organisation financière, ce n'est pas une institution financière. Voilà pourquoi nous sommes associés avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Donc tout le travail que nous avons fait, nous l'avons fait en collaboration avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Donc la BDAC aura pour rôle d'héberger le fonds et de jouer le rôle la BDAC va s'occuper de la gestion fiduciaire. Donc toutes les questions de financement, les opérations financières seront effectuées par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Nous sommes là au niveau de la CAC pour faire de la coordination politique, la facilitation politique. Justement, la BDAC, elle est basée à Brazzaville. Tout à fait. Imaginez une petite entreprise qui se trouve au nord du Tchad, donc éloignée
de Brazzaville. Comment fait-elle pour accéder au fonds? Mais justement, donc tout à l'heure, bon, je n'ai pas développé cela. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, vous avez, quand je parlais d'un pays de leader d'un programme, quand vous êtes leader d'un programme, vous abritez en votre sein une unité de gestion de programme. Voyez-vous, donc vous recevez tous les projets dans le secteur. Et une fois que ces projets-là sont traités au niveau de l'unité de gestion de programme, donc ça c'est un outil de proximité, ce n'est qu'après que le projet monte au niveau de la BDS. Et donc dans chaque État, nous aurons des unités de gestion de programme. Donc ils seront des outils, des organes de proximité, de façon qu'ils fassent un travail en amont, un travail de conseil et d'études en amont et en aval pour accompagner les porteurs de projets. Donc voilà pourquoi nous avons pris du temps. Nous avons pris du temps pour essayer un peu de combler toutes les lacunes ou bien effacer les difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises aujourd'hui quand ils veulent développer leurs affaires. Est-ce que la gestion du fonds au niveau de la BDAC va-t-elle être encadrée par les textes? C'est déjà réglé à ce niveau? Pour qu'on n'ait pas de dérapage, pour que l'opinion ne soit pas inquiétée de malversation, de manipulation du fonds? Non, nous sommes en construction, donc je répète encore, nous avons pris du temps parce que nous voulons que toutes ces questions soient résolues. Là, par exemple, l'année de démarrage va consister donc à aller encore au fond des textes. Nous devons avoir, tout à l'heure je parlais du manuel de procédure, nous devons avoir un règlement intérieur, nous devons avoir, disons, des outils pour encadrer tout le travail qui va se faire entre les unités de gestion de programme, les porteurs des projets et, disons, la direction du fonds, qui sera peut-être basée quelque part ici en Afrique centrale. Voilà, donc toutes ces questions-là sont regardées de façon minutieuse, mais on ne va pas attendre que tout soit réglé pour qu'on démarre, parce que quelque part, il faut démarrer, voyez-vous. Voilà, donc nous pensons qu'après une année de travail, nous devons donc démarrer. Alors, le fonds s'adresse aussi bien à... C'est l'idée des États, la CAC qui joue l'organe pilotage technique de ce fonds, mais la société civile, où se place-t-elle par rapport à l'administration, à la gestion de ce fonds? Mais justement, ce qui est bien, c'est que parmi les organes, il y aura donc le conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, donc, il y a une place pour les États, il y a une place donc, pour la société civile, une place pour les entreprises. Donc tout le monde va se retrouver là parce que ce sera l'organe qui va donner la direction, qui doit prendre des grandes décisions. Donc tous ceux qui vont apporter de l'argent ou bien tous ceux qui vont accompagner le processus doivent être dans le conseil d'administration. Donc il y a une place pour la société civile, il y a une place pour les entreprises, il y a une place pour les États, il y a une place pour les partenaires techniques et financiers qui doivent donc siéger au conseil d'administration du fonds. Donc c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire à la CAC, nous voulons, à la lumière, disons, des leçons apprises au niveau du fonctionnement des autres fonds que nous avons eu de la sous-région, bâtir un outil financier qui sera adapté aux attentes des États. Parce que nous avons parfois des procédures qui sont longues. Et quand on est dans les affaires, quand les procédures sont longues, ce n'est pas compatible avec les affaires. Justement, parfois, ce qui est reproché au fond, c'est le délai entre, par exemple, au niveau des soumissionnaires, des bénéficiaires, c'est le délai entre la période de dépôt du dossier et l'encaisse de fonds. Il peut s'écouler 1 an. Est-ce qu'au niveau de la CAC, vous avez pensé à raccourcir ces délais de manière à ce que les opérateurs économiques du secteur de l'économie verte ne soient pas découragés par le délai d'attente? Tout à fait, tout à fait. Donc je répète encore, si nous avons pris du temps, c'est parce que nous sommes en train de chercher à régler toutes ces questions. Moi, je vous dirais par exemple que nous avons dans la sous-région un fonds, le fonds forestier pour les bassins du Congo, qui à l'origine était mis en place pour financer, entre autres, les activités, par exemple, des populations rurales. Mais on s'est rendu compte que sur le terrain, les procédures n'étaient pas faciles pour ces petites entreprises. Donc, c'est à la lumière donc, de toutes ces difficultés, à la lumière des leçons apprises, que nous sommes en train de monter le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Et le caractère participatif de la démarche donc, cherche à obéir à ce que vous êtes en train de soulever comme problème. Parce que nous avons mis autour de la table
des spécialistes de ces questions, des gens qui ont travaillé longuement sur la question, et nous avons interrogé les populations, nous avons interrogé les États, et nous sommes accompagnés par les États, et les États soutiennent. Donc si on est arrivé de 2010 à 2015 à la fin disons, du processus politique, ça veut dire que nous avons regardé de près toutes ces questions-là qui peuvent, disons, rendre le processus difficile. Nous voulons simplifier. Nous voulons avoir un outil simple, disons avec des procédures simples mais efficaces. Parce que c'est ça, c'est pas suffit pas dire que vous venez déposer votre dossier aujourd'hui, demain vous avez la réponse. Il y a quand même un certain professionnalisme à mettre dans le cadre du fonctionnement d'un outil financier, surtout sous-régional. Il ne s'agit pas d'une boîte privée. Il s'agit là d'un outil de coopération sous-régionale, un outil communautaire. Donc nous devons mettre toutes les garanties de façon que toutes les parties soient satisfaites et que surtout qu'on atteigne les objectifs. Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs fonds qu'on a montés, mais on n'est pas arrivé à avoir, disons, satisfaction au niveau des résultats escomptés. Donc cette fois-ci, voilà pourquoi nous avons pris du temps à regarder. C'est la première fois qu'on a un fonds qu'on veut mettre en place en pensant déjà, par exemple, au mécanisme institutionnel. Comment on partira du petit porteur du projet qui est dans un village jusqu'à la banque qui héberge le fonds? Comment on passera de la CEAC jusqu'aux organisations qui sont dans les États? Comment est-ce que les partenaires techniques financiers pourront se retrouver? Comment la société civile pourra se retrouver? Voyez-vous? Des questions pensées au niveau de la CAC. Bon, on va essayer de résumer tout cela en disant que la CAC a désormais une vision, la mise en place de l'économie verte. Vous avez recherché des piliers pour soutenir cette vision, dont le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Aujourd'hui, l'Afrique centrale ne joue pas en autarcie, c'est une Afrique centrale ouverte sur le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'économie verte mise en place au niveau de la CAC peut être compétitive par rapport à la technologie qui va se déployer au niveau de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis? Ben oui, parce que bon, de toute façon, comme vous l'avez dit, on ne peut pas vivre en autarcie. Hein. Vous savez, on est au niveau de la CEAC, on fait partie des 8 communautés économiques régionales de l'Union africaine. Et l'Union africaine donc, est ouverte au monde. Et concernant l'économie verte, nous avons toutes les entreprises qui sont dans l'économie verte, comme je vous disais, nos petites entreprises, nos petites et moyennes entreprises qui sont déjà dans les secteurs, sont aussi bien sur le marché national, le marché sous-régional et le marché international. Hein, quand je vous parle, je prends seulement l'exemple pour que les gens comprennent du Nkumo par exemple. Oui. Voyez-vous, au niveau de la sous-région, nous avons un marché national. Nous avons également le marché sous-régional parce que les produits quittent par exemple le Brazzaville qui vont jusqu'à Kinshasa. Ce Nkumo peut-il aujourd'hui se vendre sur les États-Unis, au niveau de la Chine, valoriser la cuisine et tout ce qui est art culinaire africain? En fait, c'est ça le défi de l'économie verte aussi. C'est que ces produits soient compétitifs et acceptés par le marché international. Tout à fait. Voilà pourquoi je vous disais que c'est ça qui est intéressant pour les petites entreprises qui n'ont pas attendu que nous, à l'association, on travaille pour qu'elles soient présentes sur tous les marchés. J'ai fait mes travaux, j'ai réalisé mes travaux de recherche sur le marché européen, où j'ai circulé sur tous les marchés qui vendent les produits alimentaires africains. Et je vous dis que j'ai trouvé le Nkumo à Paris, j'ai trouvé le Nkumo à Londres, j'ai trouvé le Nkumo à Madrid, j'ai trouvé le Nkumo à New York. Voyez-vous? Donc tous nos produits sont présents déjà sur ces marchés parce que vous avez sur le marché international un secteur qu'on appelle le marché de l'ethnic food. Donc ce sont tous ces aliments venant d'ailleurs qui véhiculent une culture. Ce sont des aliments à fort marquage culturel. Et vous verrez aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la CAC, vous avez pensé aussi à l'idée du marketing, marketing en termes de design, en termes de présentation, qui doit accompagner toute cette économie, ces petits producteurs? Absolument. Hein. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de tout décortiquer. Quand on a parlé du système de l'économie verte en Afrique centrale, nous avons plusieurs piliers. Et parmi ces piliers-là, j'ai parlé du pilier opérationnel, technique, mais nous avons également un pilier marketing, promotion, communication. Voyez-vous? Parce que nous sommes en train de faire des affaires. Nous voulons aider les États à pousser les entreprises à se développer. Mais une entreprise se développe avec du marketing, avec de la technologie, avec de la communication.
Voilà pourquoi on ne va pas rentrer dans des détails, mais il est question aujourd'hui d'aider les petites entreprises qui sont dans le secteur de l'économie verte à se développer. Et on se développe en partant à la conquête de nouveaux marchés. En partant... Et le challenge est possible. Le challenge est possible puisque ces entreprises sont déjà présentes dans le secteur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le concept est nouveau, mais les activités ne sont pas nouvelles. Et nous avons cette chance-là d'avoir des entreprises qui sont présentes sur tous les marchés. Et pourtant, elles sont petites. Vous partez à Douala, vous avez des entreprises qui exportent sur le marché parisien. Vous êtes à Douala, vous avez des petites entreprises qui exportent à Brazzaville, à Pointe-Noire, et des produits qu'on ne pouvait pas imaginer. Vous avez tous les produits à base du bois qui quittent l'Afrique centrale, qui vont en Europe. Mais commençons déjà par le marché de l'Afrique centrale. Voyez-vous? Si aujourd'hui nous avons les marchés de proximité comme le marché de Nigérian qui absorbe l'Odika, qui absorbe l'Onkumu, qui absorbe la Tonga. C'est des marchés déjà importants parce que vous n'avez même pas à faire beaucoup de publicité parce que les produits sont déjà bien connus. Alors, M. Tabouna, nous arrivons presque au terme du temps qui nous est imparti. Ça passe vite, le sujet est passionnant. 52 minutes déjà passées. Si vous étiez donné de faire une conclusion, de donner une conclusion par rapport à ce que nous nous sommes dit, que direz-vous en 2 minutes? En 2 minutes, ce que je dirais, c'est que l'économie verte est une économie qui nous concerne. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre culture. Donc nous sommes dans l'obligation de développer cette économie verte et nous avons les moyens, nous sommes préparés depuis plusieurs décennies à développer l'économie verte. Et donc c'est une opportunité à saluer, à saisir pour les États de l'Afrique centrale, pour les populations, pour les entreprises. Où s'informer pour avoir des idées sur l'économie verte? Où s'informer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à la CEAC. La CEAC est leader aujourd'hui en Afrique centrale sur les questions de l'économie verte. Donc le secrétariat général de la CEAC, qui est au service des États, des populations, des entreprises, aujourd'hui a des informations pratiques pour le développement de l'économie verte en Afrique centrale. Merci M. Tabouna d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de nous éclairer sur la question, la thématique de l'économie verte. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs africains, si vous avez besoin d'informations sur l'économie verte, eh bien, adressez-vous au secrétariat général de la communauté des États de l'Afrique centrale qui vous donnera plus ample information sur l'économie verte, sur le fonds du financement de l'économie verte en Afrique centrale, le FEVEC, qui est mis en place. Merci de nous avoir suivis, mais nous vous indiquons que nous restons la semaine prochaine toujours avec M. Tabouna. Et là, nous allons voir les questions pratiques, comment développer une entreprise d'économie verte. Nous accueillerons encore M. Tabouna. Merci de nous avoir reçus et à la semaine prochaine.